Kwetu mbali, nawaza kwetu mbali, kwetu nawaza baba na mama, kwetu wandugu marafiki. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau de Ngoma ya Katanga, notre programme qui parle de la culture katangaise. Et alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce Katangais valeureux. Sa réputation n'est plus à faire. Sa réputation l'a précédé en fait. Et je voudrais vous présenter Monsieur Léon Kafitoué. Bonjour Ngoma ya Kwetu, bonjour Ngoma ya Katanga. Je devrais d'abord commencer par vous remercier du fait que vous m'avez donné cette opportunité de passer sur votre plateau. Vraiment pour moi c'est un plaisir et c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Voilà monsieur, bienvenue sur le plateau de Ngoma ya Katanga. Et c'est toujours une joie d'avoir l'un des nôtres parmi nous. Alors aujourd'hui, vous êtes notre invité spécial et vous allez nous parler. Alors, pouvez-vous commencer par vous présenter? Qui êtes-vous? Qui est Léon Kafitoué? Qu'est-ce que les gens peuvent savoir de vous, et particulièrement ceux qui ne vous connaissent pas? À vous la parole. Bon, Léon Kafitoué est né à Lubumbashi. Je suis originaire du Katanga. Je suis fils de Astrid Mouila Kiléché et de Kafitoué Apaboa. Je suis un Katangais valeureux, un prince du Katanga. Je dirais je suis hérité d'une lignée respectée et profondément ancrée dans les valeurs ancestrales des peuples katangais. Je suis marié, je suis père de 2 enfants. J'ai fait mes études primaires et secondaires entre Lubumbashi et Likasi. Je suis le fruit de l'éducation des enfants Jekamine, donc j'ai fait Madini, j'ai fait Oustawi. Et vite, après avoir obtenu mon diplôme d'État, je suis allé à l'université de Lubumbashi, dans la faculté de droit. J'ai compris que le système éducatif congolais au niveau national supérieur était caractérisé par une corruption indescriptible. Et comme j'aspirais d'être avocat, j'ai aussi remarqué que le système judiciaire congolais était totalement contraire à mes convictions éthiques. Cela m'a poussé de quitter le pays et je suis allé en Afrique du Sud, là où j'obtiens un diplôme en gestion publique et gouvernance avec l'université de Cape Peninsula University of Technology. Et après, je suis entré dans la vie active, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Je peux en énumérer peut-être une ou deux. J'étais dans le retail avec une firme française. J'ai travaillé aussi pour une institution internationale qui se basait sur la restitution de terres et l'intégration des étrangers au niveau de l'Afrique du Sud. Et de là, ça m'a permis d'être en contact avec plusieurs de nos compatriotes africains et congolais aussi en particulier, et m'a vu voir être dans la société civile des étrangers au niveau de l'Afrique du Sud. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans la Renaissance katangaise? Je suis véritablement un activiste et penseur de la refondation du Katanga. Je milite pour l'éveil de la conscience identitaire du Katanga et aussi de la renaissance d'un peuple maître de son destin. Bon, animé par la sagesse de mon père, je me veux
la voix des oubliés de la terre du Katanga. Ceux qui refusent la soumission, la domination, et croient encore à un Katanga libre, digne et souverain. En tout cas, je peux résumer un peu ma philosophie dans ce sens-là. Quel message aimeriez-vous transmettre aux auditeurs de Ngoma ya Katanga concernant la Renaissance katangaise? La Renaissance katangaise, ce n'est pas juste un slogan, ça il faut savoir, parce que la Renaissance katangaise, c'est un appel à la reconquête de notre dignité collective. Et la Renaissance katangaise, elle symbolise comment je peux dire, elle symbolise la reconquête, hein, la reconquête de notre de la gestion de nos propres ressources. C'est aussi dans ce sens-là que je peux définir la Renaissance katangaise. Et aussi, elle est une refondation de nos valeurs. C'est une refondation de nos valeurs. Donc, je peux la définir de cette façon-là. Oui, c'est vrai, la Renaissance katangaise, elle a plusieurs défis. Hein. On a les défis de l'unité, on a les défis de la gouvernance et de la dignité économique. On a aussi les défis du moral et les défis générationnels. Ça, ce sont les trois défis que la Renaissance katangaise a. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent faire pour soutenir la Renaissance katangaise? Et je vais énumérer un peu en détail ces trois défis, car il est très important que nos auditeurs puissent comprendre un peu le sens des défis que nous avons avec la Renaissance katangaise. Bon, sur le plan de l'unité, nos divisions internes ont favorisé à l'affaiblissement de notre cohésion entre Katangais. Ça, il faut le dire. Et de deux, nous avons par exemple les chefferies, certains groupements, nous avons aussi certains secteurs et surtout nos associations socioculturelles. Nos associations socioculturelles, nos chefferies ont été infiltrées. Infiltrées par des non-originaires, infiltrés par nos propres frères qui sont des Katangais de service, qui ne jurent que sur la destruction du Katanga, parce qu'eux, ils ont accepté de vivre à genoux pour quelques miettes, au lieu de rester debout, dignes enfants valeureux du Katanga. Ça, c'est parmi les défis qu'on a dans l'unité. Bon, sur le plan de la gouvernance et de la dignité économique, bon, je parle de la dignité économique parce que le Katanga n'a pas de dignité économique. Nous devons, nos richesses, nos ressources ne nous profitent pas. Ça continue toujours à profiter à une classe là, à la République de la Gombe, comme je peux le dire. Pourquoi la République de la Gombe? Parce que la République de la Gombe, avec tous les régimes qui se sont succédés, de Kasavubu, Mobutu, Kabila et puis Tshisekedi, ils ont pris le Katanga pour un grenier. Donc le Katanga est devenu une vache à lait qui leur profite à eux-mêmes, au détriment de nos populations qui sont lises dans une pauvreté notoire et indescriptible. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'avoir ces défis de la dignité, parce que personne ne respecte le Katangais. Nous pouvons même aller dans le sens des entreprises publiques, les divisions sur le plan de la fonction publique. La plupart, vous allez vous rendre compte que tous les chefs de division, ce sont des personnes qui viennent d'autres provinces. Ils viennent d'ailleurs. Et les propres fils du Katanga
n'ont plus l'économie en main. Et la Renaissance katangaise, c'est l'une des choses qui a commencé à faire de sorte que nous puissions récupérer notre dignité économique, notre dignité de nos territoires, afin que nos fils, nos filles puissent aussi bénéficier de notre économie. Bon, nous avons aussi les défis moraux et générationnels. Là aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que nos jeunes ne connaissent pas l'histoire. Nos jeunes ne connaissent pas l'histoire, les jeunes ne connaissent pas, après l'annexion du Katanga à la République démocratique du Congo, nous devons normalement faire de sorte que la jeunesse puisse comprendre cette étape de notre vie. Parce que c'était quelque chose qui a causé le Katanga à être dans la situation dont il est en ce moment. Donc, les pères de la Renaissance katangaise, on doit célébrer notre histoire afin que nos jeunes puissent avoir l'amour et puissent être déterminés pour l'avenir du Katanga. C'est vraiment très important parce que la jeunesse est l'avenir. Et sans avenir, on est en train juste de pédaler dans le vide. Donc là, c'est aussi parmi les défis que la Renaissance katangaise est en train est en train de vivre. Je dois ajouter aussi que la Renaissance katangaise ne se fera pas sans les Katangais eux-mêmes. Chaque fils et fille du Katanga doit se sentir acteur et responsable. C'est vraiment très important. Tout Katangais doit défendre la mémoire de notre dignité. Et surtout, nos intellectuels doivent éclairer le chemin. Il faudrait que les intellectuels éclairent le chemin et dire la vérité. C'est très important. La vérité doit se dire. La vérité doit se dire avec courage. Et n'est pas accepter d'être spectateur. Parce que souvent, on remarque que les Katangais sont maintenant des spectateurs. Ils sont en train de voir ce qui se passe devant leurs yeux et ils agissent pas. Donc, ils sont là en spectateurs. Et spectateurs de votre devenir, de votre propre histoire. Là, c'est vraiment très dangereux. C'est pour cela qu'on dit que non, nous tous, on doit être là et défendre notre dignité. C'est dans l'unité, dans la formation et surtout dans la solidarité que réside la Renaissance katangaise. C'est dans la solidarité. On doit se mettre nous tous ensemble et se renforcer, s'encourager et voir les choses d'une même direction. Ce n'est pas un rêve, la Renaissance katangaise, ce n'est pas un rêve, c'est un devoir. C'est un devoir, c'est une obligation pour tout celui qui se sait katangais. Il a ce devoir de participer, de participer la tête haute dans le mouvement de la Renaissance katangaise. C'est aussi une des choses que je dois ajouter dans cet exposé que nous sommes en train de débattre. C'est très important. Bon, pour que la Renaissance katangaise soit réelle, il faudrait retisser les liens entre mérite, compétence et action. C'est très important. Parce que le Katanga, nous savons, le Katanga, c'est une terre des personnes qui sont conscientes, honnêtes et qui ne jurent que sur la compétence. Et aussi, le Katanga doit redevenir une terre de discipline et de vision. Il ne faudrait pas que le Katanga reste une terre de manipulation. Là, c'est parmi les choses que nous sommes en train de faire de sorte que
nous puissions restaurer au Katanga avec notre mouvement de la Renaissance katangaise. Et je voudrais aussi rendre hommage aux pères de la Renaissance katangaise, ceux qui nous ont donné la vision et qui nous ont donné le courage de rester la tête haute et rester digne enfant du Katanga. Merci beaucoup pour cela. Et qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive à travailler pour le développement du Katanga? Bon, ce qui me motive, c'est... Je dois d'abord vous remercier. Je dois d'abord vous remercier pour cette question, parce que ça, c'est vraiment une question très importante pour moi. C'est une question qui me va vraiment à cœur personnellement. Je dirais, ce qui me motive vraiment, c'est... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est une colère ancienne. Oui, c'est une colère ancienne. Vraiment profondément ancrée dans mon histoire et dans l'histoire de mon peuple. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis un mangeur de cuivre. Je suis un mangeur de cuivre, héritier d'une lignée qui a façonné la terre avant l'arrivée de tous les prédateurs du Katanga. Pourquoi je dis cela? Parce que nos ancêtres ont travaillé cette terre, ils ont exploité la terre katangaise avant tout le monde. Ils ont eu cette technique de faire, de transformer le malachite, la terre, en cuivre, en cathode à 99%, comme on les fait à KCC ou à Kamoua, à 99%. Avant que les colons ne puissent arriver, nos ancêtres faisaient cela. C'était eux les propriétaires de toutes ces concessions-là que vous voyez au niveau du Katanga. Donc les Belges n'ont même pas fait une sorte de, comment je peux dire, de prospection ou quoi que ce soit. Non. Ils ont trouvé directement les mangeurs de cuivre, les pionniers, en train de travailler cette terre. Et ils étaient en train de faire des croisades en cathode. Et ces croisades étaient leur monnaie. C'était leur monnaie. Ça servait d'échange. Et ça allait jusqu'en Tanzanie, Mozambique, Zimbabwe. Ça montait même du côté de l'Angola, tout ça. Parce que on avait déjà une identité. Donc nos ancêtres étaient déjà, ils connaissaient leur économie, ils avaient leur monnaie, bien avant tout le monde. Et quand les colons sont venus, ils ont chassé nos ancêtres sur leurs concessions et ils ont commencé à faire leur exploitation. Et en faisant leur exploitation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la main d'œuvre extérieure. Ils ont appelé des gens à partir de Malawi, Zambie, Angola, et ils ont aussi fait appel aux Rwandais et à certaines populations des environs pour venir travailler dans les mines. Et c'était la chasse aux mangeurs de cuivre. Pourquoi? Parce que les mangeurs de cuivre ne voulaient pas. Ils se disaient, c'est notre terre, nous, on exploite ça déjà. On ne peut pas devenir vos travailleurs. Hein, nous, on a déjà notre identité, on a notre monnaie. Vous venez, vous nous faites la guerre. Et non, nous, on est propriétaires des terres. On est propriétaires de ces concessions. Et ça créait tout ce que ça créait. Et ça, c'était là même le début de notre souffrance. Voilà, c'était là le début de notre souffrance. Donc, pourquoi j'ai dit que c'est une colère lointaine? C'est parce que ça a vraiment des racines, ça a une histoire. Nous, les Katangais, on ne comprend pas cela. On ne comprend pas que on est un peuple puissant depuis, bien avant que les colons puissent venir. Et à partir de là, ça m'a beaucoup motivé. Ça m'a motivé en essayant
lire, de rentrer dans l'histoire, en parlant avec les grands-parents et tout ça. Ça m'a donné cette envie de chercher à redonner la justice au peuple katangais. Parce que c'est un peuple qui est vraiment qui a subi beaucoup de tortures et c'est depuis le commencement. Et vous savez, cette histoire de ramener les mains d'œuvre venant de partout, ça crée tout ce que ça créait. Ça, c'est vraiment une autre histoire. C'est très bien documenté. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça. Donc, c'est parmi les motivations qui me rend à cœur et qui me donne le courage de continuer ce combat. Et puis, bon, on doit aussi essayer de réfléchir. Il y a par exemple la bombe atomique de Hiroshima, de Nagasaki. C'est venu du Katanga, de Shinkolobwe. Bon, les gens parlent souvent sans connaître un peu l'histoire. À Shinkolobwe, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai déjà été à Shinkolobwe. Quand je suis en train de parler, c'est pas qu'on me raconte ou quoi. Je suis déjà arrivé à Shinkolobwe. Et à Shinkolobwe, vous voyez, il y a les femmes ont des goitres, il y a les enfants qui naissent avec des malformations, juste à cause de cet uranium-là qu'ils avaient exploité et tout ça. Et aujourd'hui, il y a des radiations là-bas et tout ça, et c'est la catastrophe. Hein? Vous voyez que le Katanga de Lubumbashi, de Kolwezi, allez à Shinko. Allez à Shinko. Il y a les gens ont des problèmes de poumons qui sont attaqués avec l'uranium, donc il n'y a pas la protection. Et cela me motive vraiment de faire de sorte que non, on doit sortir notre population de cette souffrance. Et puis, bon, qu'est-ce que le Katanga a profité dans tout ça? Le Katanga n'a eu que les retombées, les maladies, la pollution. Hein? Regardez ce qu'il y a eu à Lubumbashi. Parce que c'est à Lubumbashi que vous avez vu ça. Allez à Kolwezi. Hein? Allez à Kolwezi, allez voir ce qui se passe dans les brousses de Kolwezi. Je ne parle pas juste pour parler. Moi, j'étais dernièrement à Kolwezi. J'ai fait 3 mois à Kolwezi. J'ai vu ce qui se passe sur le terrain. C'est catastrophique. Nous, on s'est habitué. Le Katangais, c'est le Kapoloé. C'est le Kapoloé. On mange notre Kapoloé et tout ça. Mais regardez aujourd'hui. On ne parvient même pas à manger notre Kapoloé parce que les rivières sont polluées. Les rivières sont polluées. Les enfants naissent avec les malformations. Donc, c'est ça qui me motive, qui me dit non, il faut qu'il y ait quand même des voix qui doivent s'élever pour essayer de protéger cette population, d'éveiller la masse. Donc, ça me va souvent à cœur et ça me donne le courage de continuer ce combat. Et puis, il y a aussi le Kinshasa. Il y a Kinshasa aussi. Vraiment, Kinshasa, c'est parmi le malheur du Katanga, qu'on se dise la vérité. Nos amis, le groupe de Mbinza et tous ces gens-là, vraiment, ils sont vraiment à la base de notre malheur, parce que ils sont là en train le Katanga, au juste, c'est comme comment je peux dire, c'est comme en Angola avec Cabinda. C'est comme en Angola, c'est comme au Maroc avec le Sahara et tout ça. Donc, on est assiégé. Le Katanga est assiégé. Le Katanga est étouffé. Le Katanga est marginalisé. Tout ça, ce sont des causes qui nous donnent, nous, la force d'essayer de changer notre destin. À n'importe quel prix, on doit changer ce destin. On a droit à la vie, nos populations ont droit à la vie, nos populations ont droit au bonheur. On ne peut pas continuer à accepter ce genre de situation. Donc, c'est parmi les choses qui nous motivent. Et puis, bon, moi personnellement, je suis de ceux qui ont déjà choisi leur camp. Notre camp, c'est le camp de la vérité. C'est le camp de dire non à l'exploitation
du peuple katangais. C'est le temps, c'est le camp de dire non à l'injustice. C'est le camp de dire non à la division et à l'identité du Katanga que tout le monde veut essayer de piétiner. On a choisi ce camp et ça c'est un sacrifice et c'est un prix. C'est un prix que nous on a décidé de dire que non, on va rester constant pour la lutte du Katanga. On ne va pas se taire. On ne va pas se taire. En tout cas, ça, il n'y a personne qui viendra nous faire taire jusqu'à ce que nous puissions sortir un peu la tête de l'eau. Hein, le Katangais, on est là en l'eau, on est noyé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un sauvetage pour que le peuple puisse essayer de prendre leur destin en main. Ça, c'est vraiment parmi les motivations qui nous donnent la force de continuer ce combat. En tout cas, je pense que j'ai essayé de parler un peu sur les choses qui nous motivent pour ce combat avec la Renaissance katangaise. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous entendez par la Renaissance katangaise et aussi quels sont les objectifs de cette action, s'il vous plaît? Bon, les objectifs de la Renaissance katangaise, les objectifs sont énormes. Les objectifs sont énormes. D'abord, reprendre ce qui appartient au Katanga. Ça, c'est parmi notre priorité. Donc, mettre fin à 60 ans, 70 ans du pillage. Les Katangais, le Katanga n'est pas un coffre-fort. Ce n'est pas un coffre-fort des personnes qui viennent juste pour comment je peux dire, pour piller le Katanga. Non, là, en tout cas, nous disons non. Parmi nos objectifs, on est en train de tout faire maintenant pour essayer d'éveiller la masse, de dire que non, assez, c'est assez. Et puis, comment je peux dire, les richesses doivent aussi profiter et bénéficier à nos propres enfants. Donc, nous, les Katangais, nos enfants doivent bénéficier de nos ressources. Et nous devons aussi briser la domination. Briser la domination politique. Ça, c'est vraiment prioritaire. Nous devons retrouver l'honneur et la fierté katangaise. Ça, ce n'est même pas à négocier. Surtout l'honneur. Regardez un peu, je peux vous donner peut-être un petit exemple. Dans le temps de Mobutu, les Katangais qui allaient à Kinshasa, qui allaient nous représenter à Kinshasa, c'était des Katangais de haute classe. C'était des Katangais, les gens comme les papas Nyembo Chabani, les gens comme les Lunda Bululu. Donc c'était des gens, quand ils sont à Kinshasa, il n'y avait pas à négocier. C'était le Katanga ou rien. Donc ce sont parmi les objectifs qu'on est en train de chercher. Que quand il y a des personnages qui sont en train de représenter le Katanga, ils doivent être d'abord fiers d'être Katangais. Et ils ne doivent pas être des Katangais de service, comme on est en train de voir en ce moment. Je vais vous donner une petite histoire, juste en parenthèse, pour qu'on puisse un peu comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de se battre vraiment pour que les choses puissent changer. Une fois, dans une des réunions de conseil à Kinshasa, ils avaient le Zaïre dans le temps voulait ouvrir une société nationale de transport, Sotras. Et le gouvernement du Zaïre dans le temps a acheté 200 bus pour essayer de créer cette entreprise nationale de transport. Et les 200 bus, dans la réunion de conseil des ministres, le ministre de transport et tout ça, ils ont dispatché, ils ont dit voilà, les 200 bus,
on va les dispatcher à Kinshasa, on va faire comme Kinshasa avec, je ne sais pas si c'est 24 ou 25 communes ou quoi, on va les répartir pour que ça puisse démarrer à partir de Kinshasa et tout ça. En tout cas, tout le monde était d'accord, tous les classiques de le temps de Mobutu, ok, c'est bon, c'est bien, c'est bien. Mais comme c'est vrai que Mobutu était aussi un dictateur, hein, mais à chaque fois qu'il y avait réunion de conseil, après la fin de la réunion, Mobutu demandait toujours à tout le monde de dire, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis contraire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un point de vue qui est différent de ce qu'on vient de parler ici et tout ça? Et paf, Kafito Apabo a levé son doigt, il a dit, non, non, moi j'ai quelque chose à dire. Parce que, bon, on veut faire une entreprise nationale de transport. Et on voit, là, on est le ministre des Transports à parler et tout ça. Ils ont dispatché les 200 bus à Kinshasa. Mais à ma connaissance, l'acquisition de ces bus a été signée par la GECAMIN. C'est la GECAMIN qui a signé l'achat de ces bus-là. Mais comment est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise nationale tant que vous êtes en train de dispatcher les bus qu'à Kinshasa? Moi, je suggérerais qu'on puisse... parce que nous, on vient de quelque part. Comme ça, là, je vous dis ce qui se passe pour que vous compreniez un peu. Hein? Non, nous, on vient de quelque part. Nous, on vient de là où on vient. On sait qu'on est ici à Kinshasa. On représente quand même les gens qu'on a laissés dans les provinces. Donc, moi, je suggérerais que dans les 200 bus, qu'on donne 100 bus à Kinshasa, comme Kinshasa, c'est une grande ville, et les autres 100 bus, on essaie de les répertorier dans les autres provinces, hein, par rapport de la façon dont les zones, les communes sont dispatchées, les grandes villes, Kisangani, Lubumbashi, Mbujimai, Kananga, Matadi. Comme ça, ça va vraiment maquiller une société nationale. Hein, et tout le monde sera content et tout va bien se passer. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que on peut peut-être, ça c'est mon avis, comme ils appelaient Mobutu le guide. Bon, comme le guide vient de nous donner la parole, que s'il y a quelqu'un qui peut nous donner aussi un point de vue contraire, moi je pense que c'est de cette façon-là que je peux donner ma contribution. Directement Mobutu dit, non, vraiment, on reprend la réunion. On reprend la réunion. Ça, c'est vraiment correct. Et on doit dispatcher les bus dans les autres régions aussi. Bon, pourquoi je donne cet exemple? C'est parce que aujourd'hui il y a Transco à Kinshasa. Il y a Transco. Est-ce que Transco est à Lubumbashi? Hein? Transco, il est à Kolwezi ou à, je sais pas moi, à Kisangani. Bon, peut-être, je sais pas. Il faut m'informer. Mais je ne sais pas. Je suis souvent à Lubumbashi. Je n'ai jamais vu Transco à Lubumbashi. Au contraire, à Lubumbashi, on voit Semoulika. Pourquoi? Bon, il n'y a pas Transco. Et soyez sûrs que l'argent qui a été débloqué pour acheter ces bus de Transco, c'est l'argent du Katanga. C'est l'argent du Katanga. Et dans ce temps-là, c'était le temps de Matata Mponyo. Hein? On avait tous les Katangais, ils étaient là-bas. Il y avait des Katangais là-bas, les Kabouloulou, les Yav, ils étaient tous là. Tous là. Et ça nous dépasse, nous, quand on voit des trucs pareils. Ça nous dépasse complètement. Complètement. On se dit, bon, mais finalement, on est où? Hein? Finalement, on est où? C'est la raison pour laquelle, parmi nos objectifs qu'on est en train de dire ici, on veut des Katangais forts. On veut des Katangais qui vont nous représenter n'importe où, qui puissent avoir la tête haute et parler dans l'avantage du Katanga. Du Katanga. Donc, c'est un exemple que je voulais vous donner pour qu'on comprenne un peu là où on est, là où nous on refuse d'accepter ce qui se passe actuellement au niveau du Katanga. Bon, on doit briser la domination politique. Il faut qu'on la brise. Hein? Il faut qu'on la brise. Le gouvernement central de Kinshasa ne donne absolument rien comme rétrocession aux provinces. Mais leur constitution de la République démocratique du Congo, elle est claire que non, il faut rétrocéder, c'est 40%, 60% vaquine et tout ça, pour toutes les provinces. Mais rien ne se fait dans ce sens-là. Absolument rien.
Donc depuis 1960 jusqu'à ce jour, personne ne respecte la Constitution. Personne ne veut faire les choses correctement. Bon, nous dans le mouvement de la Renaissance katangaise, on se dit, bon, on va continuer à faire ces genres de situations, à accepter ces genres de situations, jusqu'à quand? Qu'on se pose la question. Bon, si les autres provinces acceptent, eux, ils se disent que, oh, ok, c'est bon, hein, qu'on nous envoie rien, tout ça. Donc, mais nous, on ne peut pas continuer à faire ça. On ne peut pas continuer. C'est pour cela qu'on est en train de dire, parmi nos objectifs, on doit briser la domination de nos amis d'Mbinza. On doit des groupes d'Mbinza, on doit catégoriquement refuser cette domination. On doit restaurer l'honneur et la fierté katangaise. Hein. Donc, ça, ce n'est même pas négocié. Notre peuple doit avoir la tête haute, la dignité, être fier d'être un Katangais. Ça, c'est parmi nos objectifs. On doit construire un développement qui va profiter aussi au peuple katangais. On a droit quand même à la vie. On a droit à la vie. Hein? On a droit à la vie parce qu'on a vu. Regardez, je vais vous donner encore un petit exemple. En tout cas, excusez-moi, en tout cas, je vais vous donner cet exemple. On a, par exemple, Kanyamakasese. Là où notre service national, on est en train de cultiver des milliers d'hectares et tout ça. Est-ce que, je sais pas, peut-être donnez-moi l'information, éclairez-moi. Est-ce qu'on a déjà eu même un sac de farine de Kanyamakasese à Likasi ou à Lubumbashi ou à Kolwezi? Je ne pense pas. Or que les Kanyamakasese que vous êtes en train de parler, les Kando que vous êtes en train de parler, les Mangombo que vous êtes en train de parler, c'est l'initiative, c'était les Katangais qui ont fait ça avec Sepsé. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est toute une autre histoire. Hein? Ce sont nos pères qui ont dessouché ces champs-là. Hein? Ils ont dessouché avec la sueur des Katangais. Hein? Et aujourd'hui, bon, il y a un mouvement de ce côté-là, mais on ne donne... Est-ce qu'on a donné même à une école du Katanga un banc? Hein? Parce qu'ils font des bancs là-bas, Kanyamakasese, tout ça. Est-ce qu'ils ont même remis des bancs à une école à Fungurume, par exemple, hein, ou bien à Sakanya? Hein? Bon, informez-moi, si peut-être je me trompe. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant là, que on a besoin, dans nos objectifs, d'avoir des Katangais valeureux, des Katangais courageux. Hein? Pas, je m'excuse, pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, pas ça. C'est pas un Lunda Bouloulou qui va passer devant la poste et raconter des trucs qu'on a écoutés dernièrement avec l'arrivée de notre frère qui est venu de l'Europe. C'est pas un Nyembo Chabani ou bien un Kabib Mingoy, hein, ou un Gouzakar Libond qui va se rabaisser avec ce qu'on est en train de voir sur le terrain au Katanga. Pour moi, c'est une honte et on vous aime bien nos frères, mais on ne peut plus continuer comme ça. C'est parmi les objectifs qu'on est en train de mettre sur place, pour essayer de changer les choses. L'objectif, c'est de l'unité. On a besoin de l'unité. Il faut qu'on soit unis, qu'on se mette ensemble, qu'on lave les linges sales, qu'on tire les oreilles à tous ces Katangais de service. Il faut que le peuple katangais puisse les tirer les oreilles, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Excusez-moi, ça quand je parle du Katanga, ça me rend malade. Je commence à être émotionnel, je m'excuse. Mais nous devons être unis. C'est parmi les objectifs que la Renaissance katangaise est en train de faire depuis le temps de nos pères jusqu'à ce jour. On veut un Katanga fort, uni et courageuse. Le Katanga doit être des courageux. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas négocié. En tout cas, bon, ça, ce sont quelques objectifs que je voulais épingler. Mais les objectifs sont nombreux, mais j'ai épinglé quelques objectifs qui peuvent peut-être aussi éclairer nos téléspectateurs à comprendre la mission et la vision de la Renaissance katangaise. Parce que la vision a déjà été donnée. Là, maintenant, on est en train de faire la mission. On est dans l'action. Donc, c'est un combat que nous devons tous prendre à cœur. Là, je pense que je vous ai quand même un peu éclairé sur les objectifs. Avez-vous un mot un mot de la fin? Comment, un conseil
à donner au peuple katangais pour leur façon de faire, pour notre province, pour notre culture. Une dernière parole? Un mot de la fin. Comment est-ce que je peux donner un mot de la fin? Je dois d'abord remercier la princesse Odile Munongo, et je dois aussi remercier maman Nana Ilunga et ma sœur Maggie Kisimba. En tout cas, grand merci de m'avoir invité sur ce plateau de Ngoma ya Katanga. Je ne peux pas avoir vraiment un mot de la fin, parce que pour moi, cette plateforme va nous donner l'occasion de faire un appel à notre population. Et cette plateforme va nous servir de comment je peux dire, de tuyau de communication avec nos frères au Katanga et partout dans la diaspora. Mais je vais quand même dire quelque chose. C'est avec beaucoup de peine que quand on parle du Katanga, des fois on ne sait pas bien placer les mots. Parce que le Katanga, mon Katanga, pourquoi tu es devenu un terrain à la risée de tout le monde? Tu as accepté d'être à genoux, le Katanga. Toi, le Katanga, le lion de toutes le lion du bassin de ce territoire qu'on appelle le Congo. Il est temps de prendre conscience. Il est temps que les Katangais prennent conscience. Et je veux faire un appel. Je veux faire un appel d'abord à nos frères Katangais de service. Je veux faire un appel à nos frères. Revenez à la conscience. On ne vous demande pas d'être de voir les choses dans la même direction. Non, non, non. Non, ça on vous demande. Vous pouvez être, je sais pas moi, UDPS, vous pouvez être FENADEC, vous pouvez être, je sais pas, ACO. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre le Katanga en priorité. Nous avons vu nos parents qui ont travaillé avec la dictature de Mobutu. Mais ils se sont mis debout. Ils ont défendu le Katanga. Ils ont donné leur intelligence pour le Katanga. Ils ont refusé de se mettre à genoux malgré la dictature de Mobutu. Ils ont mis leur intelligence pour le Katanga. On fait un appel à vous, nos frères de service, les Katangais des services. Suivez quand même l'exemple de nos parents, de nos aînés, qui ont fait des réalisations malgré la dictature. Certains sont allés dans les écoles comme Madini, Oustawi ou Kweli. Ça, c'est une réalisation des Katangais. Ce sont les Katangais qui ont fait ces écoles-là. Peut-être vous n'êtes pas informés. C'est l'œuvre de Umba Kamitala, c'est l'œuvre de Kafito Apaboa. Ils n'ont pas construit leurs propres écoles. Ils ont construit l'école pour les générations du Katanga. Revenez à la conscience, mes frères, revenez à la conscience. Revenez à la conscience et mettez le Katanga en avant. Nous ne voulons pas que ce soit un Katanga divisé. Nous devons être unis. Bon, je ne m'aurais pas beaucoup parlé, sinon je risque d'être émotionnel, mais vraiment, il est temps que le Katangais puisse prendre conscience. Et nos frères avec qui nous sommes en train de faire le combat, nous rendons hommage au président Patrick Massengo, qui est à la présidence de Ndolo. Nous rendons hommage à tous les combattants de la renaissance katangaise qui veulent la dignité, qui veulent la prospérité, le développement du Katanga. Nous vous mettons dans les mains de Dieu, nous vous mettons dans les mains de nos ancêtres. Nous ne voulons
pas que nos ancêtres puissent continuer à se retourner dans leur tombe, car nous sommes en train de faire la honte. Nous devons nous relever et mettre le Katanga en avant, et mettre le Katanga en priorité. En tout cas, je vous rends hommage, je vous remercie, et en tout cas à la prochaine, que Dieu puisse bénir le Katanga. Je vous remercie. Kwetu mbali, kwetu mbali, nawaza kwetu mbali, kwetu mbali, nawaza kwetu mbali, kwetu mbali, nawaza kwetu mbali, kwetu nawaza baba na mama, kwetu wandugu marafiki.